plutôt bonsoir, il est 18 heures en France, il est 9 heures aux États-Unis, parce que moi j'habite à Los Angeles. Et puis, ben, comme d'habitude, tous les samedis à 18 heures, ben, on est là pour parler du skateboard depuis les années 60 jusqu'à maintenant, 2024. Donc, ça fait un paquet de choses à raconter, hein. Donc, on a commencé avec Thierry Dupin en avril 2024, donc ça fait à peu près 8-10 mois. Et puis, on a eu plus de 30 personnes qui sont passées dans ce podcast, ces interviews. On a eu des champions, on a eu des fabricants de skate avec Almuzara qui fabriquait des planches et des rampes. Et puis, Saturn avec les roues Saturn, ça c'était durant les années 70. On a eu des fabricants de rampes, on a eu des fabricants de skatepark en béton. Alors, la différence entre la rampe et le skatepark, c'est la rampe c'est en bois et le skatepark c'est en béton. On a eu des gens de la Fédé qui sont passés, des anciens directeurs de la Fédération française de surf et de skate des années 70. Ensuite, de la Fédération française, enfin la commission nationale, donc ça c'était au milieu des années 80-90. Et puis World Skate également. Et puis, ben, on va continuer. Maintenant, on va continuer avec Jean Postek qui est là avec nous et qui va nous raconter un petit peu la continuation du flambeau, quoi, parce que nous, on a beaucoup parlé des années 60, des années 70, un petit peu des années 80, et donc maintenant, on va parler des années 90 et 2000. Bonsoir Jean, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ben, très bien, très bien. Ben, on est ravis de te retrouver avec nous. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. Thierry, il n'est pas là. Il est avec sa famille. Donc, il va nous retrouver samedi prochain à 18 heures. Et puis, ben, il m'a laissé l'honneur de parler avec toi durant 1 heure. Donc, on a des tas de choses à dire, hein. Et ce que je voulais dire également, c'est que ben, on est en direct. Donc, puisqu'on est en direct, ben, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez commenter. Vous pouvez nous dire tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez poser des questions à Jean Postek, bien entendu. Et puis, ce que je voulais dire également, c'est que bah, tout ça, c'est en direct sur Facebook et également sur LinkedIn, mais je sais que 90% des gens nous regardent sur Facebook. Et puis, quand l'interview est terminée, on passe l'interview sur YouTube. Et donc là, on a un canal sur YouTube qui s'appelle Mémoire du skateboard. Voilà, donc c'est pas ni à mon nom ni au nom de Thierry, mais ça s'appelle Mémoire du skateboard si vous voulez chercher. Donc Jean, bienvenue encore une fois. Merci d'être avec nous. Donc toi, c'est la relève la fin des années 80, 80. Quand est-ce que tu as commencé? Alors moi j'ai commencé le skate en 95, j'avais 10 ans, je suis né en 85 à Évreux. Et j'ai commencé donc en 95 quand j'avais 10 ans et j'ai skaté en pro jusqu'à 2015. Bon, après, je skate toujours. C'est juste que j'ai plus de contrat pro proprement parlé, mais je skate toujours quand même à fond. Et puis, mais voilà, ça c'était. J'ai commencé dans ces années-là. Ok, alors j'ai lu quelque part que tu as fait du skate à cause des Simpsons, c'est vrai ou c'est Ouais. Vas-y, raconte-nous ça. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Moi, j'étais gamin, j'étais fan de Bart Simpson. Et puis, tu sais, je voyais un peu ce gamin rebelle aux États-Unis qui Ouais, faisait du ouais, ouais. skate et qui faisait plein de conneries. J'adorais cette image, tu vois, des Simpsons. C'est mon dessin animé préféré de tout temps. Et puis quand je le voyais skater du début et des fois dans les séries, enfin je trouvais ça trop bien et je voulais absolument faire comme lui, quoi. Je voulais me mettre sur mon skate et puis c'est la première fois que j'ai eu un premier skate, c'était un tout petit skate, tu sais, des qu'on avait en supermarché avec les montres trottoirs au début, les trucs gros qui avaient rien à voir avec les skates Banzai? skater, quoi. Maintenant, mais ouais, c'était mes débuts, C'était ouais. la marque Banzai ou c'était une autre marque? Non, non, en fait, Tu te souviens pas? dans les années 90, il y avait déjà des marques comme on a maintenant, plus fines, avec des capotes à roulement. Tu te rappelles, les trucs avec les roues toutes fines. Mais Ouais, moi, ouais, ouais. la board sur laquelle j'ai commencé, c'était une board qu'on achetait à Carrefour, et puis les trucs tout pourris, tu sais, avec les roues en plastique. Et puis je me faisais En tracter par mon plastique, ouais. chien. Je me Ouais, faisais ouais, tracter ouais. par mon chien sur la route et je savais rien faire, à part, tu vois, avec le monte-trottoir, je levais les roues avant, je montais sur le trottoir, et puis, mais je m'éclatais. Et puis, c'est bien après que, en fait, j'ai économisé énormément tu sais, mon argent de poche chaque semaine pour ensuite m'acheter une planche
J'étais allé à Street Machine à Paris, je me rappelle à l'époque en 95 pour m'acheter Ouais. ma première planche et c'était une blank, tu sais, c'était la board qui coûtait le moins cher, tu sais, pour pouvoir me permettre de la payer. Et puis j'ai commencé avec ça. Une fois que j'ai eu cette planche, je l'ai limé jusqu'au bout. Le tail, il faisait ça, il était grand comme ça tellement j'avais limé, je me rappelle. Alors, toi, tu es spécialiste, enfin, on va pas dire spécialiste, mais ton truc à toi, c'est la verte. Alors, quand Ouais. est-ce que, pourquoi tu as choisi la verte? Est-ce que tu as choisi ou est-ce que c'est venu naturellement? Comment ça s'est passé? Parce qu'à l'époque, en 90, tout le monde faisait du street, quoi. Il y a Ouais. des gens qui faisaient de la verte, mais c'était vraiment des poches, ici, là, c'était vraiment pas, il fallait avoir une rampe, quoi, tu vois. Ou il fallait avoir une rampe, ou il fallait avoir un skatepark, et il y en avait pas en France. Ouais, ouais, c'est vrai, c'était une galère pour trouver le moindre skatepark. Mais moi, principalement, je skatais dans la rue. Je faisais du street, j'apprenais des tricks. Alors, j'apprenais à faire les kickflips. Et puis, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, un kickflip, ça paraît être presque rien du tout parce que tout le monde en fait. Et puis, c'est des tricks à l'époque, c'était un peu plus extravagant. Enfin, on va dire, c'était plus, ça paraissait plus dur que maintenant. Mais je skatais beaucoup en street. Mais c'est vrai que la courbe, ça m'avait vachement attiré parce que euh, on allait en vacances dans les Landes tous les ans, tous les étés avec ma famille, et puis je faisais du Mhm. surf. Et Ouais. j'adorais le surf. Et le surf avec les vagues, et puis c'était plus des courbes. Et j'adorais vraiment le côté courbe, surf, vague. Et je me disais, en skate, ça doit être trop bien de pouvoir refaire la même chose et puis avoir le même feeling que ce que j'avais en surf, même si j'étais pas un bon surfeur, j'étais un gamin, hein, tu vois, je m'amusais dans les vagues. Mais en fait, j'ai cherché, cherché, et je me rappelle, moi, j'étais à Évreux, Mhm. dit, et puis j'ai trouvé une mini-rampe qui était toute pourrie, mais qui était à style 30 minutes à vélo, genre, je pédalais comme un malade. Et puis j'avais ça pas très loin de chez moi, quoi. Et donc j'avais commencé à skater, et puis tout de suite j'ai adoré. Donc en fait, c'est naturellement, j'avais envie, et puis quand j'ai testé, ça m'a vraiment euh, ça m'a conforté dans ce que je ressentais, de ce que je voulais skater, parce que j'adorais skater ça. Et ensuite, quand je suis allé à Rouen pour skater des rampes un peu plus grosses, parce qu'il y avait le skatepark, c'était plus à base de courbes, avec la mini-rampe et puis la big qu'il y avait. Et donc, en fait, j'ai une continuation dans ce truc de courbes à skater, et puis avec des riders qui, je sais pas, j'ai été plus plongé dans un monde avec des riders de courbe aussi. Ouais. Donc, influencé par des mecs comme ça. Et puis, je voyais sur les cassettes, les VHS à l'époque avec tous les riders. Et puis, ça m'a un peu dirigé dans cette direction. Mais tout en skatant quand même en street. Et je faisais même des contests de street quand j'étais gamin, quand j'avais 12 ans et tout. J'aimais bien ça. Ouais. Alors, la première cassette de verte qui t'a le plus plu et t'as dit, oh là là, c'est ça que je veux faire, c'est laquelle? Ah bah, c'est la Animal Teen ou plan B. Plan B? Ouais, Colin McKay, Danny Way, Taz Papas, tous ces mecs, quoi. C'était vraiment, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient en big, quoi, ça me paraissait d'un autre monde, quoi. Et Ouais. après, j'ai vu les vidéos, j'avais vu les vidéos avec Tony Hawk et tout, la Banzis, et puis les vidéos plus anciennes, et je trouvais ça Ouais. génial aussi, je les trouvais trop bien. Et il y avait plus de courbes dans ces vidéos, ou du moins, au moins 50-50 de courbes big street. Et donc, en fait, j'ai gardé ce truc. Je trouvais ça vraiment génial, le fait de skater déjà les deux à l'époque, alors que c'était une époque où c'était très sectorisé. Soit tu Ouais, es ouais. streeter, soit tu es ramp rider, soit tu es ball rider, ou soit tu es. Voilà. Et puis, il n'y avait pas tout le monde qui acceptait le fait que tu skates un peu tout. Il fallait te mettre dans une catégorie et te mettre dans une boîte, tu vois. Donc, même si j'adorais skater en street, faire des compètes et puis m'amuser, quoi. J'avais quand même cette, les gens avaient quand même cette vision de moi, ce qui était la big, quoi. Même dès tout petit, quoi. Ils m'ont mis dans skater de big. Alors, toi, t'habitais à Annecy, c'est ça? Alors moi, je suis né en Normandie, j'ai vécu en Normandie jusqu'à l'âge de 12 ans. Ensuite, Ok. à 12 ans, Ah, je me donc c'est pour ça que tu pouvais aller à Rouen facilement, c'est ça? T'habitais où en Normandie? à Évreux, qui était à 40 minutes de Rouen, mais c'est ma mère. Ah, ok. Elle m'emmenait tous les samedis à Rouen pour skater.
Et comment tu faisais? Vous y allez en voiture avec tes parents ou parce que Ouais, si tu avais 12 ans, comment tes parents t'accompagnaient ou ouais, c'est ça. Ma mère, tous les samedis, quasiment, elle m'emmenait à Rouen pour skater. Voilà, quoi. C'était mon sport que je faisais. Et puis, tous les week-ends, on y allait, quoi. Sauf exception, quoi. Puis des fois, on partait en compète, tu sais, avec Chloé, Bernard, Ouais, qui gérait le skatepark de Rouen. Et c'était une époque, je skatais que les samedis en big. ouais, Mais ouais. le dimanche, je faisais du street dans la rue chez moi, j'apprenais les tricks un peu plus techniques. Et puis, je faisais de la mini-rampe les mercredis et les dimanches, tu vois. Alors, Et, parle-moi un petit peu de Chloé. Bon, tu l'as connue au skatepark de Rouen, mais à partir de quel moment il t'a dit, ouais, t'as du potentiel et tout, je vais commencer à t'aider. Comment ça s'est passé? en fait, c'est des mecs d'Evreux que je connaissais, des skateurs d'Evreux qui skataient la mini-rampe aussi, puis ils faisaient un peu de street également. Et ils connaissaient Chloé. Et du coup, il lui avait dit, ah tiens, tu devrais voir tel gamin, il est passionné de skate. Et puis à l'époque, c'était, tu vois, le skate, ça remontait, c'était en renaissance parce que ça avait plongé dès la fin des années 80, Ouais, début 90. Et puis, on n'était pas beaucoup, surtout, il n'y avait pas beaucoup de gamins qui se mettaient à faire du skate. Donc, du coup, ils avaient parlé de moi à Chloé. Et puis, il a dit, du coup, Chloé, il avait dit qu'il serait super content de me rencontrer. Et puis, on était allé à Rouen pour le voir. Puis après, on est devenus amis tout de suite, quoi. Ça a bien collé. Enfin, on s'entendait très bien. Et puis, c'est à partir de là que j'ai commencé à aller à Rouen tous les samedis parce que j'ai trouvé mhm, ça chouette, tu vois, l'ambiance, le côté rampe. À l'époque, ça me paraissait énorme la big. Alors que maintenant, la big de l'époque, elle serait vraiment toute petite à comparer de celle qu'on a maintenant. ouais, ouais. C'était des rampes de 3,60 de haut ou 3,70 peut-être, je ne sais plus exactement. Alors que maintenant, c'est des rampes de 4,50 m, tu vois, qu'on skate aux États-Unis, je veux dire. Hein, les rampes. Ouais. Et quand tu sors tu fais des airs, tu sors à 2-3 mètres de hauteur, c'est absolument incroyable, quoi. Ouais, ouais, Dans, ouais. dans les années 70-75, quand tu sortais un tout petit peu comme ça, c'était déjà extraordinaire. Tu vois, on faisait waouh, Ouais, tu vois, Tony Alva et tout, il faisait des grinds et des tricks sur les copings, mais pas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on fait maintenant ou même ce qu'on a fait, enfin ce que vous avez fait dans les années 90 et 2000, quoi. Tu vois, il y a ouais, vraiment une évolution du skate qui est absolument incroyable au niveau de la puissance. La manière de récupérer de la vitesse. Nous, on avait déjà ça, mais alors vous avez une manière de récupérer de la vitesse pour sauter le plus possible qui est absolument extraordinaire, quoi. Alors Chloé, à partir de quel moment il t'a dit, ouais, je vais t'aider, tu vas passer, je vais te sponsoriser et tout, comment ça s'est passé? alors, Chloé, il n'avait pas de marque. Il avait de temps en temps, il faisait des planches, des trucs. Donc, il me donnait du matériel pour m'aider et puis pour tout ça. Mais c'est surtout, en fait, il s'occupait du skatepark de Rouen. Et puis, Ouais, il mettait en place pas mal de trucs, des compètes, pas mal de choses sur Rouen. Il s'occupait vraiment du skate sur Rouen. Et toute la scène skate Rouen tournait un peu autour de lui, des skateurs qui étaient dans son entourage. Enfin, c'était la bande de skate là-bas. ouais, Et, et puis ensuite, à force de skater, il voyait que je progressais vite. Et puis, moi, j'étais assez sportif et puis assez mobile, on va dire. Et parce que quand j'étais gamin, je faisais beaucoup d'arts martiaux. Et puis, tu sais, tu lèves les jambes, enfin, tu vois, tu fais beaucoup de mouvements, tu apprends à maîtriser ton corps et puis tu fais pas mal de choses. Et puis, en fait, ça m'a vachement aidé dans le skate au niveau souplesse, puissance, explosivité, tout ça. Et du coup, ça m'a vachement aidé et je progressais assez vite, tu vois. J'apprenais les tricks assez rapidement. mhm, Donc, après, voilà, on a vite, il m'a aidé pour progresser. Et puis, à force de progresser, apprendre des tricks, en fait, il m'a proposé d'aller sur des compètes où lui, il ouais, ouais. allait avec d'autres mecs. Alors, Donc, un moment important, c'est le Quicksilver Pro à Cap-Breton, c'est ça? C'est là où tout s'est déclenché? ouais, alors avant ça, il y a eu beaucoup de compètes, hein. Il y a eu des compètes à Cholet, il y a Ouais. eu des compètes à Nantes.
Il y a eu des compètes à différents endroits où j'étais encore gamin et puis où je faisais pas de résultats ou de placement, mais c'était pas grave, c'était vraiment la Ouais, ouais, pour découverte participer. des compètes. Ouais. Et voilà. À quel moment tu as pensé, ouais, je peux devenir pro dans le futur? À quel moment tu t'es dit, ouais, je pense que j'ai le niveau ou j'ai le tempérament ou j'ai la volonté pour le faire? À quel moment tu as eu cette vision en te disant, oui, je peux le faire? Je pense que ça a été par étapes, en fait. Ouais, Il y a eu des étapes où, déjà, quand j'étais gamin, j'apprenais les tricks assez rapidement. Ensuite, il y a eu des sponsors qui m'ont suivi, style le Globe. Il y a eu pas mal de personnes qui ont voulu m'aider. Et puis, et en fait, je me disais, bah, il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui se passent, et puis ça grossissait. Et puis, en compète, le fait d'avoir plus en plus d'attention. Ensuite, le fait de passer pro assez jeune, à 14 ans, chez Quicksilver, lors du, je crois que c'était le Quicksilver Pro Junior à Cap-Breton. ouais, Il y avait, ouais, en fait, ça s'est fait par étapes. Ensuite, après, il y a eu le Tampa amateur que j'ai gagné aux États-Unis, où en fait, ça continuait crescendo vraiment à monter. Et puis à ce que le regard des gens qui avaient des marques aux États-Unis commencent à me regarder différemment, s'intéresser plus à moi. Et puis, tu ouais. vois, en fait, il y a tout ça qui fait que c'est monté, monté. La mayonnaise est montée de plus en plus. Et puis après, il y a eu Tony Hawk qui Ouais. m'a mon team. On va revenir au Quicksilver Pro. Donc, après le Quicksilver Pro, tu as commencé à rencontrer des skateurs de niveau international comme Pierre-Luc Gagnon, des gens comme ça, non? Ouais. Comment ça s'est passé? Alors, ouais, Tu parce que as fait les compétitions au Danemark et tout, tu as commencé à faire les compétitions internationales, en fait. ouais, ouais, ouais. Et puis, c'était beaucoup grâce à mes sponsors, hein. Il y avait Globe, il y avait Quicksilver, et puis il me filait Quicksilver, j'avais signé un contrat pro, et puis il me défrayait tous mes déplacements. Il y avait Globe aussi qui me défrayait mes déplacements, donc ça me permettait de pouvoir bouger. Et puis, ils m'emmenaient sur des tournées européennes qu'ils organisaient eux, donc on Ouais, allait sur des compètes. À la base, c'était la WC Skate, World Cup Skateboarding, qui organisait la majorité des grosses compétitions dans le monde. Et il y ouais, avait la ouais. tournée en Europe avec justement le Danemark, il y avait la Mystic Cup à Prague, il y avait Monster, il y avait Lausanne, le Grand Prix. Et Ils puis faisaient toutes des ces. compétitions à Marseille aussi, non? Une fois par an, non? Ouais, alors, mais Marseille, c'était plus en bowl. Ouais, Euh, ah, ok, 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 ok. ouais. Ouais, c'est tout Et à alors, fait. je faisais pas trop de bowl parce que j'avais pas de bowl à côté de chez moi. Et du coup, Ouais, j'ai pas eu la chance de grandir à côté d'un bowl. Contrairement à maintenant, les gamins, ils grandissent tous dans des bowls. Mais ouais. Pas eu de bol, quoi. ouais. Et du coup, en allant à toutes ces compètes, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de pros et puis pouvoir rencontrer des gens. Et puis c'est des gens que je voyais dans les vidéos. Enfin, c'était hallucinant pour moi. Et puis à chaque fois que je rencontrais quelqu'un et que je skatais avec des nouvelles personnes, style les Paul Zitzer, les Darren Navarrete, les Jesse Fritsch, les Mike Frazier, tous ces mecs-là, en fait, qui à l'époque étaient encore au top. Ouais. Euh, Alors, à l'époque, tu avais 14-15 ans, c'est ça? ouais, j'ai quatorze Ouais. quinze ans. Et puis, petit à petit, après, bon, il y a des skateurs qui skataient moins, d'autres qui continuaient. Il y a des nouveaux qui arrivaient. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de changements qui se faisaient. Et puis, ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, dont Pierre-Luc Gagnon et Max Ouais. Dufour, qui m'ont invité ensuite à partir les voir au Canada pour skater avec eux. Ouais. Ça a été mes Alors, vrais copains avec qui je suis allé là-bas pour skater avec eux. ouais. Alors, je t'ai entendu en anglais et tu parles anglais parfaitement sans accent, mais ce que tu dis, c'est que quand tu avais 14-15 ans, ton anglais, il n'était pas très bon, quoi. Et donc, quand tu as rencontré les Québécois, tu as dit, ah, ben, c'est facile parce qu'avec eux, on peut parler français, tu vois, il y a une communication plus facile qu'avec les Américains, même s'ils sont sympas, quoi. Mais bon, c'est plus difficile la communication. Donc, en fait, Ouais. eux, ils t'ont invité au Québec et toi, tu as bien accroché avec eux à cause de la langue française, quoi, parce que c'était plus facile. C'est ça ou pas? Oui, oui, puis c'est vrai que même si le Québec, c'est quand même un endroit assez américanisé, quand tu vas là-bas, les rues, tu as l'impression d'être aux États-Unis. Tu vois, c'est grand, c'est pas comme la France. Mais ils Ouais, ont un état d'esprit quand même francophone.
et on se comprend plus au niveau de la culture. En fait, moi, quand j'étais gamin, du moins, je les comprenais plus au niveau de la culture et puis au niveau de la langue parce que je ne parlais pas anglais. Après, j'ai Au fur et à progressé en mesure. anglais parce que j'ai habité en Californie pendant longtemps et je parlais que anglais. Je Ouais. n'avais pas ma famille, je parlais peut-être français une fois par semaine, voire deux avec des copains sur place, mais sinon, j'étais immergé complètement dans l'anglais. Ouais, ouais. Mais donc, ce côté francophone, c'était plus facile pour moi de pouvoir aller me rapprocher d'eux. Et puis eux de me comprendre en tant que Français aussi. Donc, Alors eux, ils avaient, c'était à Québec ou Montréal, ils avaient une super rampe, Taz, c'est ça, non? ouais, 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 c'était à Montréal. Ouais, Et en fait, maintenant, j'ai vu qu'ils avaient changé. Ils ont refait un nouveau skatepark qui est énorme et qui est plus à l'extérieur du centre-ville. Mais avant, c'était au centre-ville. Et ouais, c'était la rampe de Max et Pierre-Luc ouais. qu'ils avaient mis là-bas. Et puis, enfin voilà, on skatait. J'ai des photos. J'ai des photos là que je peux te montrer. Mais Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. euh, alors, j'avais là. Il faut que je la retrouve juste. Je sais Mais t'es bien tombé parce que Pierre-Luc, à l'époque, c'était un des meilleurs, quoi. Il était dans quoi, top 5, top Ouais, 3. ouais, ouais. Alors, il a, en fait, Pierre-Luc, il est sorti grâce au Warped Tour Vans, Ouais, une compétition très réputée. En fait, c'était soit Tampa Am, soit Warped Tour sur lequel tu sortais en tant que pro. Et ouais. Pierre-Luc, il est sorti grâce au Warped Tour. Et, euh, et puis, du coup, il commençait à être pro à ces années-là où je l'ai rencontré sur les compètes en Europe. C'était la rampe au Taz à Ah, Montréal. ok. Ça, c'est moi en backsider, où j'avais 14 ans, là. Et puis, Wow. ouais, c'était Donc cool. à 14 ans, tu as été au Québec. Tu as été tout seul? Il y a quelqu'un qui t'a accompagné? Comment ça s'est passé? Non, non, Parce je que suis je veux parti. dire, il y a vraiment pas beaucoup de gens que je connais qui, à 14 ans, prennent l'avion pour aller dans un pays étranger, pour aller faire du skate, tu vois, c'est Voilà. incroyable cette histoire. Ah ouais, moi, j'étais un peu hors norme dans ce sens-là parce que je suis parti. Bon, après, évidemment, Pierre-Luc, il m'avait dit, bah, prends l'avion et puis je viens te chercher à l'aéroport. Et donc, bah, je suis arrivé et puis je l'ai attendu à l'aéroport. Et puis ensuite, il m'a invité chez lui. Je suis resté chez lui pendant une dizaine de jours. La première fois, peut-être ouais, une semaine la première fois. Et puis l'année d'après, j'étais resté 2 semaines. Ouais, Et puis, mais c'était cool. Une fois, je crois que c'était quand j'avais 16 ans ou, non, ou 15 ans. Bah, 14 ans, j'y suis allé la première fois. 15 ans, j'y suis allé. Et puis, ils ne savaient pas trop quand j'arrivais. Et puis, en fait, j'avais pris un billet d'avion un peu la veille pour le lendemain. Et puis, j'ai appelé quand j'étais à Montréal et j'ai dit, ah, tiens, je suis là. Et puis, il était en train de rentrer d'une compète. Et puis, bon, il rigolait, quoi. Il m'a dit, ah, je ne savais pas que tu arrivais si tôt. Bon, bah, il y avait sa copine qui était venue me chercher et puis qui, du coup, lui, arrivait plus tard. Mais ouais, c'était marrant. On était vraiment assez très, très proches. Mais c'était le côté francophone, tu vois, ouais, qui ouais, nous. ouais, ouais. Et Mais ouais, j'imagine qu'après, enfin, vous vous êtes retrouvés quand tu as habité à San Diego, enfin, à Encinitas, non? Parce que ouais, ça, c'était au début, ça, c'était quoi, milieu des années 90, c'est ça? bah, À peu près, c'était tout début 2000 en fait. J'ai tout les début dates là. 2000. Ouais, C'était en première fois que je suis allé à Montréal, c'était en 99 quand j'avais 14 ans. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Alors, Et à quel moment il t'a dit, voilà, on va tous partir dans la voiture et on va aller au Tampa Pro? Ça, quand est-ce que ça alors s'est ça, passé, ça? c'était un peu plus tard parce que la première fois j'avais 14, ensuite j'ai eu 15 ans, je suis retourné. Et puis en fait, vu que Pierre-Luc il raidait pour Premium avec Max Dufour, et Max Ouais, Dufour, du coup, à force de se connaître, bah, il m'avait proposé de me donner des planches et puis de me sponsoriser. Et donc, quand j'avais 16 ans, enfin, ils ont organisé un tour de Montréal jusqu'en Floride ouais. et où on a été skater on a profité pour skater des parcs sur toute la côte américaine, hein, de la Caroline du Nord, on faisait plein d'arrêts. Et puis jusqu'à ce qu'on aille à Tampa, Tampa, première année où j'y suis allé, c'était en 2001. Voilà, c'était en 2001. Et là, tu as participé à la compétition ou t'es juste y allé pour regarder?
Non, j'ai participé quand j'avais 16 ans, mais j'avais rien fait d'extraordinaire. Ouais. J'étais allé, on avait ridé, et puis voilà. C'est l'année d'après que j'ai gagné parce que j'étais allé, c'est quand j'ai eu 17 ans, je suis parti en Californie et puis je suis Ouais. allé m'entraîner là-bas tout le temps, tout le temps. Et puis là, c'est vraiment le moment où j'ai commencé à skater tout le temps aux États-Unis, à 17 ans. Ah Mais ouais. pareil, je suis parti là-bas et puis j'avais personne, à part Pierre-Luc qui m'a hébergé un peu. Mais après, j'ai vite dû prendre, tu vois, rester à l'hôtel. Je restais là où je pouvais, quoi. Tu vois. Ouais, ouais. Alors, la Californie du Sud-Ouest, euh, c'est quand même, c'est devenu depuis au moins 20 ans, 30 ans, quoi, la mecque du skateboard, quoi. Ouais. Celui qui veut avoir un bon niveau doit aller là-bas, non? Toi, tu le Ouais. savais déjà quand tu y as été, j'imagine, non? Ouais, ouais, bah, non seulement du niveau, mais aussi à la majorité des entreprises, le siège social des entreprises est en Californie, donc surtout dans le sud-ouest entre San Diego et Los Angeles. Ouais, Si tu veux être pro, mais un pro international sur les teams internationaux, vraiment en tête d'affiche, il faut être là-bas parce que c'est là-bas que tu as toutes les meilleures rampes et skateparks pour t'entraîner. C'est ouais, d'ailleurs maintenant, tous les gamins, ils continuent d'aller en Californie, hein. Même pour les JO en France, pour les JO de 2024, ils n'avaient toujours pas construit de skatepark olympique. Alors, c'est un peu. Et fallait aller déjà là-bas pour s'entraîner. Et puis ensuite, c'est le réseau. C'est le réseau ouais, de ouais, tous les mecs qui ont les boîtes. Et tu connais une personne, et puis un tel, puis un tel. Et puis les mecs, ils te font. À moins que tu aies un niveau, mais complètement incroyable. Et puis, bon, après, ils apprennent à te connaître, mais ils viennent vers toi. Mais sinon, s'ils ne te connaissent pas bah, et que tu veux rider pour des marques là-bas, il faut que tu ailles les rencontrer, il faut que tu sois proche d'eux. Voilà, il y a un lien qui se crée comme ça, quand même, avec tout le monde, que ce soit les riders et les gens qui ont les entreprises. Donc, ouais, voilà, faut être là-bas. ouais, ouais. Alors, toi, tu vas en Californie, tu as été invité par quelqu'un ou tu as pris tes valises et tu dis on va voir ce qui se passe? Comment ça s'est passé? Non, bah, en fait, ouais, je suis parti. À la première fois que je suis allé en Californie, je me rappelle, c'était avec Max. J'étais allé à Montréal et puis je me suis dit, ouais, bon, je préfère, ça serait plus Max cool. Dufour, non? Hein? Max Dufour? Ouais, Max Dufour. Ouais, Et je me suis dit, ça serait plus cool d'y aller avec Max parce qu'il connaît déjà. Puis en plus, il y avait une compète qui était à Pomona en Californie. Et c'est la ouais, première fois que je suis allé là-bas. Du coup, j'étais allé à cette compète avec Max. Et on avait pris l'avion depuis Montréal. Et puis ensuite, Max était reparti à Montréal. Et moi, j'étais parti en Californie. Il m'avait dit, ouais, les rampes, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Il m'a un petit peu indiqué où est-ce qu'il fallait que j'aille. Et puis, bah, moi, j'y suis allé. Et puis après, moi, je suis allé un peu chez Pierre-Luc. Et puis, ouais. bon, après, mais je ne pouvais pas habiter à temps plein chez lui. Donc, après, j'ai pris un hôtel. Après, j'ai habité chez des gens qui m'hébergeaient avec un skater, Rob Lorifis, qui était un des skateurs après avec moi sur les compètes qui skatait à fond. Donc j'habitais avec lui, puis euh, deux, trois personnes jusqu'à ce que voilà, ça décolle et puis ensuite je puisse me louer mon truc et puis tu vois. Donc toi, tu as habité à Carlsbad, Encinitas, ou est-ce que tu as habité encore Tout ça, c'est à côté, c'est à 30 minutes, 1 heure de route, quoi. Mais bon, Ouais, ouais, Carlsbad, c'est un petit peu plus au nord et il y a il y a moins de rampes, non ouais. Encinitas, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, à Encinitas, bah, il y a le Ouais, YMCA, c'est le skatepark mythique qu'il y a depuis très très longtemps. Maintenant, il y a des skateparks en béton, mais à l'époque, il y avait le YMCA qui était à Encinitas. Il y avait la rampe à Claremont, ouais, Mission Valley. Il y avait la rampe à Escondido, mais que beaucoup de personnes ont quand même arrêté d'y aller parce que comparé aux autres rampes, elle était petite au bout d'un moment. Et puis, voilà, il y avait deux, trois rampes publiques, mais après, il y avait, sinon, toutes les autres rampes étaient quand même privées. ouais, 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 ouais. Mais elles étaient toutes, ouais, à part Claremont, Mission Valley, où la rampe était vraiment au sud de San Diego. Sinon, elles étaient toutes entre Encinitas, Carlsbad, Oceanside, tu vois, c'est tout à 20 minutes de voiture les unes des autres. Ouais, ouais. Alors, à l'époque, il n'y avait pas encore autant de skate. Est-ce qu'il y avait déjà des skateparks ou pas? À part ceux dont tu viens de parler, là. Ouais, Enfin, il n'y en alors avait au pas début, quand beaucoup. je suis arrivé, il n'y en avait pas autant. Et puis, Ouais, c'est vraiment, moi, quand j'y étais dans les débuts, fin début,
fin 2000, ouais, fin 2008, début 2010, tout ça, ça a vraiment commencé à prendre une ampleur où le nombre de skateparks ça a commencé à pulluler de plus en plus, quoi. Ouais, Mais sinon, avant, c'est qu'il y avait beaucoup de pools aussi, ouais. des skateparks comme Chicken Pool, et puis ces endroits-là qui étaient chez des gens, mais c'était chez des privés, donc il fallait être invité ou y aller avec des amis. Et c'est tout ce réseau, en fait, hein, de gens qui se connaissent et puis qui vont skater les uns chez les autres. Et, mais il n'y avait pas, loin d'avoir autant de skateparks que ce qu'il y a maintenant, quoi. Il n'y avait rien à voir. Ouais. Ouais. Alors, le sud-ouest de la Californie, enfin aux alentours de San Diego, c'est quand même un endroit où, parce que quand on parle du skate, on a toujours l'impression de dire que, et c'est vrai quoi, que le skate est né à Los Angeles, mais il y a également des tas de gens qui disent non, non, c'est également né à San Diego à peu près à la même époque. Et d'ailleurs, il y a eu des tas de choses du côté de San Diego, quoi. La marque Ban, qui était une des meilleures marques de skateboard à l'époque, au milieu des années 70, c'était vers San Diego. Et puis, il y a un endroit que tu dois connaître qui s'appelle la Costa, qui n'existe plus maintenant. La Costa, ça te dit quelque chose ou pas? Ouais, j'ai habité à la Costa, qui est Ah, de Carlsbad. Mais le skatepark de la Costa, j'ai pas connu. Si c'est ce dont tu oui, alors il y avait le skatepark, mais surtout au début des années 70, donc à l'époque, il y avait une pente énorme. Imagine le Trocadéro, mais en 3 fois plus grand et plus de pente. Et en fait, il y avait des maisons en construction. Il y avait rien du tout. Il y avait juste une route en béton toute neuve et ils commençaient à construire des maisons. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait rien du tout. Et Ouais. pendant plusieurs années, ils ont fait des compétitions de slalom et de vitesse. Et ça a duré 3-4 ans. Et puis, ils ont commencé à construire de plus en plus, de plus en plus. Et puis, ça s'est arrêté. Mais depuis, c'est devenu un endroit mythique, quoi. C'est mythique parce que ça n'existe plus et parce qu'on ne peut plus faire de skatepark là-bas. Parce que maintenant, il y a des propriétés partout. C'est des propriétés à plusieurs millions de dollars. Et que les propriétaires ne laissent pas des fous furieux descendre dans leur rue, tu vois. Mais Ouais. bon, mais la Costa, au milieu des années 70, c'était vraiment très connu. Et puis, c'est, comme tu dis, c'est à 20 minutes ou 30 minutes de Encinitas, de Carlsbad, tout ça. Tout ça, Ouais, c'est le même endroit, quoi, tu vois. ouais, Donc, c'est San Diego North County, c'est ce qui s'appelle vraiment le comté du nord de San Diego. Ouais, c'est pas ouais, ouais. très, rien n'est très, enfin, comparé à la France, tout est très loin, tout paraît très loin, mais là-bas, quand tu es en voiture, tout est fait pour les voitures. Tu mets quoi, 20 minutes pour aller de Carlsbad à Encinitas, ouais. Ouais, ouais. Alors, tu disais qu'il y avait il y avait quelques parcs, enfin quelques rampes qui étaient ouvertes au public et beaucoup de rampes privées. Donc, les rampes publiques, c'est facile pour y aller. Les rampes privées, comment tu fais? T'arrives, tu tapes la porte et tu dis, ah, vous pouvez me laisser passer ou comment ça se passe? Non, non, non. Non, parce que les rampes privées, enfin, moi, par exemple, je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, enfin, j'ai rencontré un mec, enfin, un mec très connu, Buster Alterman, qui était un des skateurs mythiques des années fin 80, et puis enfin 90, et puis ensuite début 2000, il continuait, il faisait de la compète, il continuait. Et il était vraiment super sympa. Et puis, il voulait m'aider à me déplacer. Donc, lui, ça lui faisait plaisir de voir des gamins vouloir faire de la big et progresser. Et donc, il aidait chaque gamin qui voulait aller skater et puis leur permettre de découvrir d'autres trucs. Et donc, je me rappelle, moi, Rob Lorefis, il y avait Alan Young, il y avait deux, trois, ouais, on était deux ou trois à aller skater avec lui. Et il nous emmenait skater les rampes de Danny Way, par exemple. Alors, pas la rampe de la plan B, hein, parce qu'il n'y avait il y avait plus cette rampe, mais la nouvelle rampe d'ici qu'ils avaient construite. Il nous emmenait skater cette rampe. Et ensuite, il m'emmenait skater la rampe de l'ancienne rampe de Tony Hawk, qui était chez Ouais. Chris Borst, un skater aussi plus ancien. Et voilà, petit à petit, c'était vraiment parce qu'on était avec lui qu'on avait le droit d'aller skater ses rampes. Et, Ouais. euh, et Alors puis, là, c'est toi sur la rampe de Tony Hawk, c'est ça? ouais, ça, c'est la vidéo Birdhouse, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est à quelle époque, à peu près? C'était 2008, je crois, ou un truc comme ça, peut-être. Ouais. Ouais.
Alors, Je sais pas comment tu as si c'est pour rencontré l'année, hein. Tony Hawk? Ah, j'imagine que c'est grâce à Birdhouse, non? Mais comment tu as rencontré Tony Hawk et il t'a dit, ouais, viens chez moi, on va skater et tout. Comment ça s'est passé? Bah, c'est au YMCA, un des mecs aussi que je vais rencontrer, c'est Kevin Stab, avec qui je suis devenu ami et qui m'a dit, enfin, il avait parlé de moi à Tony. Et puis Tony, je le connaissais un peu de Quicksilver parce que c'était la tête d'affiche de Quicksilver à l'époque. Et je l'avais rencontré plusieurs fois. Puis bon, je lui disais bonjour quand je le voyais en Europe, mais très rarement. Et puis il savait que j'étais là, et donc Kevin lui a parlé de moi, et puis après bah, ils m'ont invité à ce qu'était la rampe de Tony, sa nouvelle rampe. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aller skater chez Tony grâce à Kevin, qui était en fait le meilleur ami qui est toujours le meilleur ami de Tony Hawk depuis toujours, quoi. Et, et donc voilà, en fait c'est ça, ouais, c'était génial, c'était un moment génial, hein. Ouais. Alors, il y a des endroits mythiques là-bas. Il y a la rampe de Bob Burnquist, non? T'as pu skater sa rampe et son pool énorme ou pas? Ouais, 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 c'est un endroit où je skatais pas mal. Je me suis mis près des bonnes tôles là-bas. Même, J'imagine. j'ai une anecdote. Quand je suis arrivé là-bas, j'avais 17 ans et puis j'habitais à l'hôtel. Et puis j'étais allé en voiture avec Buster Alterman et puis Renton Millard, deux, trois mecs, parce que j'avais pas de voiture. J'étais obligé de. Je comptais complètement sur d'autres personnes pour m'emmener skater ces skateparks. Et puis on l'a skaté assez régulièrement. Et puis un jour, je me suis fait une boîte. Tu sais, ça part dans un corner. Il y a un gros côté corner à côté de la rampe, et j'avais fait un frontside heel flip et j'ai plaqué un peu trop loin dans le corner et je me suis fait surprendre. Je suis parti en arrière, je tapais la tête et j'ai vu noir complet, quoi, blackout complet. Vraiment, j'étais out, mais bien. Et ensuite, je me suis réveillé. Il y a eu plusieurs minutes où j'étais complètement dans les vapes. Et Ouais. ensuite, je me suis réveillé. Et tu vois, en fait, j'étais le gamin qui habitait pas encore à temps plein aux États-Unis. Tu vois, je n'étais pas installé, mais je savais plus où j'habitais, en fait. Tu vois, j'avais 17 ans, j'étais là-bas et je savais plus où j'habitais, avec qui j'étais, avec qui, tu vois. Et donc, j'étais là et ils m'ont pris en main, tu vois. Et puis, ils m'ont dit, ah non, t'inquiète, t'es à l'hôtel. J'étais à l'hôtel avec Renton Millard à cette époque-là, parce que lui, il venait d'Australie et puis il était là pour quelques semaines. Et ben voilà, c'est une anecdote chez Bob Burnquist avant, quand la rampe était encore en bois, parce que depuis, il a replaqué en béton sa rampe. La Mais rampe, la rampe ou la méga rampe? la rampe, La avec le rampe, rôle. ouais, ouais. Alors, la méga rampe, t'en as fait un peu ou pas? J'ai testé, mais après, j'ai pas été faire de la compète ou quoi que ce soit. J'ai juste testé un peu et je me suis pas mis à fond dedans, quoi. Parce que déjà, je Ouais, faisais des compètes en big et tout. Et puis aussi, il y avait vraiment beaucoup d'accidents à ce moment-là. ouais. Et c'était pas encore complètement. Enfin, c'était au point, mais il y avait. Enfin, je me disais, bon, je fais un peu, mais je suis pas allé à faire des compètes et puis à essayer de faire du gros dessus, quoi. Ouais, ouais. Euh, Parce que je voyais, il y a plusieurs personnes qui s'étaient pris des tôles, enfin, ils auraient pu se tuer, quoi. Ouais. Ouais. C'était. T'as été témoin de plusieurs accidents graves? Ouais, bah alors, bah, quand j'y étais, une des chutes légendaires, c'est Jack Brown aux X Oui. Games, qui il est parti. Et franchement, je sais pas comment. Beaucoup de gens se sont demandé comment il avait fait pour ne pas mourir sur cette chute. Il est parti, il a perdu le contrôle, il s'est propulsé vers l'intérieur de la rampe et vu la hauteur de la rampe, Wow. tu te propulses avec les genoux un peu trop vers le plat de 10 centimètres, le temps de monter et de redescendre, tu es au milieu du plat, tu es sur le plat, tu vois. Wow. Parce que tu vois, avec l'amplitude et Ouais, ouais, tout. ouais. Et donc, il est tombé, sa chaussure est partie au premier étage des gradins au Staples Center. Wow. Lui, traumatisme crânien, comme ça au milieu de la rampe. Il était traumatisme crânien, double fracture du poignet, colonne vertébrale fêlée. Enfin, il était vraiment. Et puis, il s'est relevé en plus au bout d'un moment. Il est resté 10 minutes allongé, KO sur la rampe. Mais voilà, une des chutes comme ça, enfin, ça te refroidit un petit peu quand même quand tu vois ça et que tu es Ouais, là, tu ouais, te dis, bah, il est la, mort. la même chose est arrivée à Danny Way également, non?
il s'est pris une gamelle énorme au X Games, sauf qu'il est Ouais, revenu une demi-heure après et il ouais, a fini son truc, quoi. Je crois qu'il s'était ouais, bah, cassé quelque quand, chose, la quand il, clavicule ou j'en sais rien. Et il a quand même continué, il a tout atterri, tu vois, ouais, incroyable. quand il est revenu, il avait quand même la cheville cassée, hein. Quand il, Danny Way, ouais, 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 il c'est avait incroyable. Il ils avait sont, la cheville cassée, il a continué. ouais, 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 il est Mais déterminé. ouais, ouais, mais ce gars-là, mais c'est vraiment un fou furieux, quoi, parce que j'imagine que tu as vu la vidéo où il saute la muraille de Chine, non? Ouais, 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 bah Ouais, ouais, pareil, hein. alors donc ils expliquent tout et tout, et donc c'était pas prêt, ça bougeait un petit peu, c'était pas la bonne hauteur, et il fallait tourner, quoi. C'était genre Ouais, le matin ou le jour d'avant. Il disait ouais, comment on va faire parce que ça va pas passer, quoi, tu vois. ouais, Et il s'est pris et une chute. de, Et il s'est cassé la cheville à nouveau sur ce truc. Et il a dit, mais c'est pas possible, je peux pas ne pas refaire parce qu'il y avait trop d'enjeux derrière toute l'installation et puis c'était pas possible de réorganiser une deuxième fois avec la Chine et tout. Et il avait fait une extension pour pouvoir aller plus vite et ouais, passer le gap. Mais il y avait un autre problème aussi avec le quarter pipe derrière qui était trop petit et puis trop en contrebas à comparer de la taille du. Enfin ouais, bon, c'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il n'a pas plaqué le quarter pipe derrière. Il allait beaucoup trop vite et beaucoup trop haut et il devait se ralentir. Et c'est pour ça qu'on voit, il fait 3-6 bacs, il le plaque et ensuite tout le quarter pipe, il tombe parce que c'était vraiment chaud. ouais. Ouais. On peut le refaire, ça, ou pas? Ou il y a que Danny Way qui peut faire des choses comme ça? Non, bah maintenant le niveau il a vraiment monté comparé de cette époque-là, hein. Maintenant, Ouais, sur la même distance, ils font des 720 kickflips. Enfin, c'est ceux qui skatent les méga rampes tout le temps, comme Elliott Sloan et ouais, Bob Burnquist ou d'autres mecs, quoi, Michi Brosco, tous ces mecs-là. Enfin, ils sont. Enfin, il y a un truc qui se passe de génération en génération. L'esprit se développe et on peut voir que même les gamins qui skatent maintenant, ils atteignent un niveau de pro comme ce qu'il y avait au plus haut niveau 10 ans plus tôt, mais à un âge très jeune. ouais. Et ça fait partie vraiment du développement d'esprit qui fait que les gamins voient ce que les autres font et tout de suite, en fait, c'est possible. Et donc, ils se moulent par rapport à ça et ils arrivent à faire des trucs plus dingues. Donc, c'est pour ça que chaque génération, maintenant, les mecs font des trucs de plus en plus gros, quoi, et puis de plus en plus maîtrisés. Ouais, ouais. C'est. Mais il y a un truc, alors d'abord il y a les vidéos, donc c'est plus facile de comprendre comment on fait les choses et on atterrit les tricks et comment les tricks fonctionnent parce qu'on peut les regarder 30 fois, on peut les regarder image par image, etc. Donc il y a ça. Et puis il y a ce que tu disais toi, et c'est vraiment important, quoi, c'est qu'il faut être là où tout se passe. Alors je te dis ça parce que moi j'ai pas ton niveau, hein. Je dois avoir 5% de ton niveau, mais j'ai eu l'occasion de skater avec Christian Ozoy, Tony Hawk et tout, surtout au skatepark de Vans, tu vois. Et quand tu skates avec eux, le fait d'être avec eux, tu es au moins 20% meilleur. Juste le Ouais, fait de les regarder et de voir et de dire oh, c'est super facile. Parce qu'ils ouais. le font avec une telle facilité, tu vois que. Et vraiment, c'est ce que tout le monde dit, quoi. Tu vois, tu as le niveau des 10 personnes avec lesquelles tu skates régulièrement, quoi. Donc, si Mm. tu skates régulièrement dans un skatepark où c'est toi qui es le meilleur, tu peux pas progresser. Au contraire, peut-être que tu vas régresser parce que tu vas regarder les autres qui skatent pas très bien et tu vas perdre de ton truc, quoi. Et si tu veux devenir meilleur, il faut vraiment aller avec les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Et là, et je sais que c'est vraiment incroyable, et c'est incroyable de dire ça, mais juste en étant avec eux, en les regardant skater, je sais pas, t'apprends quelque chose, quoi. Tu vois, ton esprit s'ouvre et tu dis, ah ouais, on peut le faire, hein. Tu vois, c'est faisable. Et c'est vraiment ce qui fait la progression du skate maintenant, quoi. Ce qu'on n'avait pas, nous, il y a 20, 30 ou 40 ans, quoi, tu vois. Ouais. Bah, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec moi déjà quand je suis parti de France pour aller au Canada. L'état d'esprit des Québécois, parce qu'ils étaient quand même assez américanisés dans leur façon de penser, même s'ils étaient francophones, ils étaient américanisés dans leur façon de penser. Et puis, tu vois, leur truc à se dire, mais vas-y, tu peux le faire, c'est faisable. Alors qu'en France, on a souvent un état d'esprit un peu plus pessimiste. Et puis, à se rabaisser soi-même. Tu vois, ah non, je ne suis pas capable. Tu vois, enfin, quand on grandit dans ce truc,
c'est difficile. Il faut sortir de ça, ouvrir son esprit, et puis ensuite, l'esprit nous propulse en fait vers des niveaux plus élevés. Et Ouais, ouais. quand tu vas après skater vraiment avec le top du top, c'est comme ce qu'on dit dans la vie. Hein. On ressemble aux gens avec qui on traîne, on passe le plus de temps. Et en skate, c'est pareil, on va skater aussi bien que les personnes avec qui on skate le plus. Donc, c'est comme tu dis, hein, c'est clair. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Quand tu vas là-bas et puis que tu changes ta façon de voir les choses et que ta façon d'appréhender les tricks, d'appréhender les chutes, tu vois, en fait, si naturellement, ton corps, il s'adapte et il s'adapte à ton esprit. Et donc, tu vas être meilleur, tu vas te faire moins mal, tu vas être. C'est c'est sûr. Et puis, c'est ce qui fait après, comme tu dis, quand tu es vraiment avec vraiment les meilleurs au plus haut niveau, c'est de continuer, 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 quoi. Et puis, la progression est beaucoup plus lente parce que c'est toi qui fais la progression du sport au bout d'un moment, tu vois, Ouais, ouais, ouais. de ta discipline et tout ça. Donc, tu fais McTwist ou 540 taille grab ou 720, mais ensuite, il faut le faire en flip, tu vois. Mais vu que personne ne l'a fait et que tu n'as jamais vu de tes yeux le faire, eh ben, il faut que tu le projettes avec vraiment que tu arrives à te le visualiser. Ouais, ouais. C'est c'est sûr, ça, c'est le plus difficile, Ouais, ouais. presque. Alors, toi, ce qui t'intéresse le plus, enfin, ce que tu aimes le plus ou là où tu te sens le plus confortable, c'est dans la verte. Donc, c'est les rampes, quoi. Alors Ouais. maintenant, est-ce que la discipline est pas en train de perdre un petit peu au profit du skatepark ou comment ça se passe? Parce que par exemple, il n'y a pas de compétition de rampe aux Jeux Olympiques. Il n'y a que skatepark et street, quoi. Donc pourquoi Ouais. il n'y a pas la rampe aux Jeux Olympiques? Ouais, bah, la rampe, en fait, ça fait quand même pas mal d'années depuis que le skate est, la renaissance du skate des années 90, début 2000, il y a eu quand même une injustice de la rampe Ouais, au profit du street et du parc. Mais en fait, c'est l'accessibilité et la facilité de pouvoir prendre un skate et rouler dans la rue qui a fait que plus de gens ont fait du street, alors que dans les années 80, plus de gens faisaient de la rampe. Et enfin, du moins, c'était plus populaire. Mais et puis par la suite, de plus en plus de skateparks ont été construits et donc de plus en plus de gens ont commencé à skater les parcs. Et c'est vraiment là où la masse va que je me rappelle quand ils commencent à organiser les JO. Et puis les premiers trucs aux États-Unis, parce que j'étais un peu dans le truc quand ils commençaient à en parler, c'est que les décisions, c'était simple, c'est qu'est-ce qu'on va mettre au JO quand le skate arrive, parce qu'ils organisaient en amont les disciplines, et c'était vraiment au moment où il y avait de plus en plus de skateparks, et puis c'était street et parc, parce qu'il y a ouais, plus de monde, et puis il y a la masse faut faire plaisir au plus de monde possible. Et ouais, alors que ouais, la rampe, c'est quelque chose d'impressionnant. Et quand tu regardes, comme Tony Hawk le dit bien, la rampe, c'est plus technique que le ball. Parce ouais, que quand tu fais des combinaisons de tricks, tu vas avoir des combinaisons de tricks bien plus dingues que ce qui se fait en ball. En ball, c'est différent, c'est plus la courbe. une demande d'adaptation. Tu vois, tu Ouais, as différentes courbes, tu as des corners, tu as des extensions, et du coup, il faut savoir ce qui était un peu tout. Mais ce qui reste quand même flagrant, c'est que les meilleurs skateurs de ball, enfin de parc au JO maintenant, c'est tous des ramp riders, sans ouais, exception. ouais, ouais, Et ouais. ils skatent tous la rampe, ils savent tous faire des McTwist, des 720, comme nous, on skatait la big, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais le parc, c'est ce qui ressemble le plus au surf. Parce qu'il faut pas, même je sais s'il y a plein, les trois quarts des skateurs qui disent que c'est le street qui est vraiment le skate, quoi. Nous, on Ouais, sait que le skate, ça vient du surf et que, bon, les sensations que tu as dans une rampe, c'est complètement, dans un parc, c'est complètement différent des sensations que tu as dans le street, quoi. Le fait de prendre des courbes, de grinder comme ça et tout, c'est ça. On a vraiment l'impression de surfer sur du béton, quoi. ouais, 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 c'est agréable, hein, c'est cool. Puis le surf, c'est cool. Les courbes, c'est cool. C'est tout ce côté prise de vitesse, pouvoir pomper, se relancer, se Ouais, faire. Ouais, ouais. Puis même le pump track maintenant, il y a beaucoup de pump track qui se créent.
c'est quelque chose de sympa. Ben, pour les débutants, après, une fois que tu tournes 2-3 tours, tu t'ennuies un peu, tu t'ennuies vite. Mais il y a ce côté, on voit beaucoup de débutants qui apprécient vraiment ce qu'était, se relancer, apprendre justement à faire tous ces mouvements. C'est bien, c'est progressif pour apprendre, c'est chouette. Mhm. Mais ouais, je comprends que ce soit que tu dises ça. Alors, est-ce que tu crois que dans le futur, aux Jeux Olympiques, il peut y avoir d'autres disciplines à part la rampe et le street, par exemple le slalom? Enfin, nous, ici, on a parlé plein de fois du slalom parallèle qui est très visuel, quoi. Alors, moi, je dis ça, je sais que le street et le parc, c'est ce qu'il y a de plus technique, quoi, de difficile au niveau technique, quoi. Mais bon, par exemple, le street, est-ce que c'est une discipline olympique dans la mesure où les Jeux Olympiques, c'est fait pour les masses, quoi, tu vois. Et donc, est-ce que la masse des gens qui sont pas skateurs comprennent ce que font les skateurs quand ils font du street, tu vois. Alors que quand on fait de la rampe, c'est beaucoup plus visuel parce que tu peux sortir à des hauteurs absolument incroyables et même si et on va pas dire que c'est plus ou moins difficile, mais visuellement, c'est beaucoup plus agréable de voir quelqu'un qui vole dans les airs comme ça qu'un gars qui fait des tricks absolument insensés dans le street, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Ouais, je pense que la majorité des gens qui regardent les JO, c'est tellement mainstream que la plupart des gens qui font pas trop de skate, ils comprennent rien au trick. Ils savent pas la différence entre un switch no slide ou un switch blunt slide. Quand tu regardes et tu vois ce qu'ils font, c'est complètement dingue. Ils ont un niveau de fou, quoi, les mecs. Et c'est un peu la même chose qu'aux X Games. Le sport qui avait le plus d'audimat pendant longtemps, longtemps, c'est le FMX en step-up. Tu sais, c'est pas le FMX avec les tricks ou le FMX, c'était le step-up, celui qui allait le plus haut possible et qui devait Mhm. passer au-dessus de la barre. Parce Ouais, que c'est la majorité ça. des gens ne comprenaient rien et puis c'était juste impressionnant. Et c'est un peu la même chose. Ouais, la rampe, c'est plus visuel que le street, même si le street, c'est plus technique. Il n'y a Ouais. pas à chier, hein, c'est sûr. Mais même si c'est cool de prendre des tricks du street pour aller les mettre sur la rampe et puis progresser, faire évoluer la discipline comme ça. Mhm. Mais c'est sûr, ouais, il y a après, au niveau des disciplines qui pourraient arriver, pourquoi pas, tout est possible. De toute façon, euh, je pense que quand on est plus jeune, on est peut-être un peu plus sectaire sur le truc. Non, il faut que ce soit le street, non, il faut que ce soit ça ou ça ou ça. Alors maintenant, c'est peut-être différent parce que les gamins, ils grandissent à ce qui était tout. Mais en tout cas, à mon époque, c'était vraiment ça, quoi. C'était toi, t'es ça et t'es pas là et t'es pas, tu vois, tu fais partie de la bande et pas de notre bande, mais t'es là-bas, quoi. Tu vois. Et c'était dommage, quoi. Il y avait beaucoup de séparation dans les disciplines. Et maintenant, c'est plus le cas. Mais franchement, moi, je trouverais ça chouette qu'il y ait des disciplines autres qui arrivent et puis qui commencent à monter parce que le skate, c'est le skate et tu fais du skate, tu montes sur un skate, tu roules, tu t'amuses. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre un champion et un amateur un peu aigri, c'est que le champion, il est juste il est passionné. Tu peux pas être champion si tu n'es pas passionné. Et donc, quand tu es Ouais. passionné de skate, et bah, tu aimes tout ce qui était. Tu aimes bien faire du slalom, tu t'amuses, et puis avec des copains, tu peux aller skater un ditch, ou alors skater une big, ou alors skater n'importe quoi. Faire des tricks en street, faire une flat bar, ouais, c'est la passion du truc, quoi, qui te fait monter. Ouais. Alors, il y a un truc, tu en as parlé très très rapidement, mais bon, donc c'est les piscines. Alors, ce qui Mm. était des piscines vides, des vraies piscines vides, quoi. Donc, c'est Ouais, quelque chose qu'on peut faire pratiquement uniquement en Californie, quoi, dans toute la Californie. Enfin, tout ce qui est au sud de San Francisco, parce que dans le reste des États-Unis, il n'y a pas vraiment de piscines vides et des bonnes piscines rondes qui sont bien faites et tout. Donc, ça, c'est un peu pirate, quoi, parce qu'aller skater des piscines vides, c'est des propriétés privées, donc c'est des maisons qui sont en train d'être vendues où les piscines sont vides, ou c'est des maisons abandonnées. Donc ça, c'est vraiment encore l'esprit pirate du skate. Toi, tu as fait des choses comme ça, skater des piscines vides, et arriver avec le balai et tout nettoyer, tu vois, nettoyer pendant 2 heures, et puis faire ouais, une demi-heure de skate. C'est comme ça que ça se passe ou comment ça se passe? ouais. Bah après, il y a des spots qui sont connus.
Il y a des spots qui apparaissent parce que, je sais pas, un hôtel fait faillite et puis du coup, ça devient un endroit où il faut aller skater la piscine. Il y en a qui disparaissent parce que c'est racheté, détruit, et puis, tu vois. Mais il y a des, ouais, il y a des, quand je suis arrivé là-bas, on m'a emmené skater des piscines. J'ai fait pas mal de photos dans les piscines. C'est cool. C'est vraiment c'est différent comme type de skate parce que c'est une plus petite courbe avec plus de verte. Tu vois, Ouais, en général, tu as facilement 1 mètre de verte. Enfin, tu arrives ouais, facilement à 1 mètre de verte dans les piscines. Alors que dans une rampe, tu as quoi? Tu as 60, 65 cm de verte. Et donc, ouais, c'est cool. Mais il y a vraiment des trashers. Hein. Ouais, c'est clair qu'il y a vraiment des gens, ils y vont, ils tombent, ils saignent et tout. Mais tu arrives, ouais, c'est ça, tu passes le balai, tu nettoies tout. Et puis, il y a des endroits où tu te fais jeter parce que tu n'as pas le droit. Et puis, il y a des endroits qui sont assez cachés et éloignés de tout, où personne t'entend, il n'y a pas les flics qui arrivent. Tu peux faire ta session tranquille. Il y a d'autres endroits, c'est dans des maisons abandonnées, dans la campagne loin. Donc, tout le monde te laisse tranquille. Puis il y a des endroits, ça devient mythique, donc plus personne n'y touche. C'est vraiment le spot de skate, tu vois. ouais, ouais, ouais. Bah, Des endroits. il y avait une piscine mythique qui malheureusement était disparue, qui s'appelait Gonzales Pool. C'est juste à côté de là où j'habite. Et donc, c'est une piscine qui a été découverte au milieu des années 70. Et le propriétaire, c'était un Hispanique qui s'appelait Monsieur Gonzales, Señor Gonzales, quoi. Et donc, Ouais, les skateurs y sont allés et ils lui ont demandé gentiment, ouais, est-ce qu'on peut skater ta piscine? Et le gars a dit oui. Et ils ont utilisé la piscine pendant une vingtaine d'années, mais c'était super secret, hein, il n'y a personne qui connaissait, hein, c'était ouais, vraiment, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, quoi. Et donc, et à la fin, malheureusement, Monsieur Gonzalez, il est décédé, donc il a vendu sa maison, et ça s'est passé il y a une dizaine d'années peut-être, et le nouveau propriétaire a cassé la piscine. Et c'est dommage parce que, alors, c'est pas que la piscine était vraiment la meilleure piscine du monde, quoi, mais c'était vraiment une piscine mythique qui a ouais, vu tous les meilleurs pros passer. Il y a eu des sessions de photos avec Thrasher, Transworld, Skateboarder Magazine, tu vois, tout ça, mm, quoi. Les gens qui sont allés dans cette piscine Gonzalez s'en souviennent, quoi, parce que c'est vraiment un endroit où, euh, tu vois, il fallait être, surtout que bah, maintenant ça n'existe plus. Donc, où tu y as été, tu peux dire oui, j'ai skaté cette piscine-là, ou bah, c'est fini, tu pourras plus jamais y aller parce que la piscine, elle n'existe plus. Quoi. ouais. Alors, toi, tu es resté 10 ans aux États-Unis, c'est ça? À peu près. Ouais, environ, ouais, grosso modo, ouais, plus ou moins. Ouais. Alors, pourquoi t'es reparti? Pourquoi t'es revenu? En fait, il y a eu le fait euh, il y a eu plusieurs facteurs, en fait. Il y a un moment où j'ai envie de rentrer un peu en France et puis de retourner un peu aux sources. Et puis, tu vois, là-bas, en fait, aux États-Unis, t'es vite solitaire. Hein. C'est un pays, c'est niveau social, c'est pas pareil que l'Europe ou la France. C'est Tu vois, il y a un moment, après, moi, j'avais pas mal de gens autour de moi. Puis à d'autres moments, j'avais pas grand monde autour de moi. Tu vois, les gens vont, viennent. C'est un peu comme ça la vie aux États-Unis. Et c'est un peu comme de la consommation humaine, on va dire. Tu vois. Enfin, toi, tu vois bien ce que c'est la Ouais, ouais, mentalité. ouais. Ah bah Et écoute, moi j'ai toujours une anecdote, quoi, tu vois, j'ai habité au Mexique également, et en France, bien entendu, et aux États-Unis, personne, ça fait 25 ans que j'habite ici, personne m'a invité à prendre un café ouais, chez eux ou dans un café. Tu vois, personne m'a dit, ah ouais, on va prendre un café tous les deux et tout. ouais, Donc c'est incroyable, quoi, tu vois, quand tu dis ça, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Tu vois, toi, tu dis que les gens t'ont invité. Parce que c'est la camaraderie entre skateurs, quoi, tu vois. Mais quand ouais, tu rencontres des vrais Américains, eux, ils s'en foutent, quoi. Ils vivent pour ouais, eux, eux-mêmes, c'est numéro un, et il n'y a même ouais, pas de numéro deux, quoi. Ils vivent pour eux, ouais. pour leur truc à eux, quoi, tu vois. Et c'est vraiment incroyable qu'on puisse pas se lier d'amitié de longue durée avec des gens ici. C'est ce que tu Mm. racontes, quoi. C'est tout, Ouais, c'est ce qui se dit, c'est transactionnel, quoi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu peux m'apporter quelque chose, donc je t'apporte quelque chose. Et quand tu peux plus rien m'apporter, eh ben on arrête la camaraderie parce que ça m'intéresse plus, quoi, tu vois. ouais. Et c'est Ouais, vraiment dommage. ouais, même si après, ils ont beaucoup de qualités sur certains points.
et ben, il n'y a pas cette chaleur humaine qu'on peut trouver en Europe. Bon, même si en Europe, ça se perd un peu parce que vraiment, il y a de plus en plus cette mondialisation où chacun est de plus en plus pour sa gueule, on va dire, et puis matérialiste. Et c'est dommage, pas tout le monde, mais c'est dommage. Mais comme aux États-Unis, après moi, j'ai quand même gardé des bons contacts avec une ou deux personnes. Mais sur le nombre de personnes que j'ai rencontrées et que j'ai fréquentées là-bas, c'est même pas 0,01% des gens, tu vois. Enfin, c'est vraiment des gens qui étaient assez proches pour ensuite garder un contact. Mais après, j'ai pas un contact non plus constant, tu vois. C'est Ouais. voilà, c'est une autre façon de vivre. Et puis, quand tu viens de France, d'Europe, c'est une culture qui est tellement différente que soit tu t'adaptes et puis tu la vis et puis tu l'acceptes et puis voilà, ou soit tu rentres chez toi et puis mais tu voilà, pas en critiquant ou rien du tout. C'est juste c'est comme ça. Et puis j'en ai parlé à plein d'Américains, hein, des gens là-bas, et puis c'est juste il m'expliquait que les gens vivent sur le moment, ils vivent pour Ouais. le moment présent. Et un jour, ils font la fête avec toi, et puis le lendemain, ils font la fête avec quelqu'un d'autre, et puis ils ne te connaissent plus. Enfin, c'est juste comme ça, c'est la façon dont ça marche. C'est différent, très Ouais, différent. ouais. Alors, on a l'impression de critiquer. Moi, je critique, mais j'habite aux États-Unis, donc il y a aussi des bons côtés des États-Unis, hein. Tout n'est pas négatif. Il y a Non, non, plein de côtés négatifs, mais il y bon. a plein de choses très très bien chez les Américains que j'adore. Et comme il y a plein de choses qui m'énervent chez les Français, tu vois, c'est juste, Ouais, c'est dur d'avoir tout dans un même monde. Et puis, ça serait génial si on pouvait tout avoir dans un même monde, mais ça, c'est pas trop le cas, quoi. ouais, ouais. Alors, toi, en France, qu'est-ce que tu fais? J'ai compris que tu avais une école de skate à Annecy ou à Genève. Vas-y, raconte-nous un petit peu ça. Ouais, moi j'ai une école de skate qui est basée à Genève, Ouais, euh, qui s'appelle Teach. Et donc, je fais les cours, on organise les stages, on fait pour les gamins un peu plus avancés, on fait des stages pour les vacances, on fait des cours particuliers, enfin voilà, plus ou moins haut niveau. Et voilà, ouais, c'est plutôt cool. alors attends, je vais mettre ton site web dans les commentaires là. C'est assez facile hein, parce que c'est jeanpostec.com, c'est ça? Attends, Ouais, hop, ça c'est voilà. fait. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, j'ai également ton numéro de téléphone. Je peux mettre ton numéro de téléphone dans les commentaires ou pas? C'est Oui, oui. Non, bah après, il y est sur la page jeanpostec.com. ouais, ouais, ouais. C'est 06 02 51 53 57. Ouais, mais garde-le Ok. pour toi. Ah, ok. Ok. Donc, alors, ça fait combien de temps que tu fais ça, ton école à Genève, depuis que tu es revenu en France, c'est ça? Ouais, 2015, c'est à peu près quand j'ai arrêté de faire des compètes et puis j'ai voulu faire autre chose de différent. J'ai fait l'école Teach et puis maintenant je développe aussi tout ce qui est coaching autour du skate sur Internet à travers mon site jeanpostec.com. Et Ouais. puis j'ai un groupe Facebook avec un groupe privé qui apprendre le skate avec Jean Postec où en fait on parle, on débrief, les gens mettent des vidéos, ils m'envoient des messages, on discute et tout. Puis après, il y a tout un derrière et aussi, il y a aller plus loin, il y a tout un coaching où on peut, il y a des vidéos tutos où, en fait, ce que j'ai pu remarquer en enseignant le skate, parce que savoir faire du skate, c'est une chose, apprendre à enseigner, ça en Mhm. est une autre complètement. Et un des trucs que j'ai pu remarquer, même si les gens adorent faire les choses avec un prof physiquement, souvent, ils viennent me voir et puis ils me disent ouais, j'ai regardé plein de tutos sur YouTube, sur Instagram, sur plein de trucs, mais en fait, il y en a un qui dit ça, il y en a un autre qui dit ça, et puis je comprends plus grand chose, tu vois, et puis je sais plus trop où donner de la tête. Et du coup, en fait, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Mhm. Et du coup, moi, j'ai voulu mettre en place justement des séries de tutos avec des apprentissages crescendo à partir vraiment du débutant de zéro qui peut apprendre. Et puis déjà, en suivant ces tutos, en étant sur le groupe, on peut débriefer, vraiment bien discuter. Et après, au niveau un peu plus avancé, en street, au niveau technicité, pour apprendre des tricks en flat, et puis commencer à vraiment bien skater en street.
Et ensuite, j'en fais aussi en courbe. Et puis après, je vais en faire en big aussi. Et donc déjà avec ça. Et puis ensuite, je fais aussi des coachings privés où en fait, ils peuvent faire des programmes où ils apprennent et on peut vraiment être là à débriefer complètement sur ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils voient et leur expliquer vraiment en détail et vraiment aller de plus en plus loin et vraiment d'un niveau poussé pour comprendre ce qu'ils font de mal et vraiment savoir ce qu'il faut faire exactement. Ouais. Euh, voilà, à force de faire, j'ai vraiment mis ma propre méthode en place pour dépiqueter tout et savoir ce que les gens, en règle générale, font qui ne fonctionne pas. Et de tout ce que j'ai pu faire dans l'enseignement du skate, voilà, j'ai mis tout ça en place. Je vois grosso modo ce qui revient tout le temps et ce qu'il faut changer pour s'améliorer et vraiment aller plus loin. Donc, Donc toi, tu as une méthode spéciale que les autres n'ont pas forcément, c'est ça? ouais, bah, je pense qu'ils l'ont pas parce que, enfin, après, je pense que je mets mon expérience de skater pro et puis de tout ce que j'ai pu apprendre moi et le fait d'avoir appris à enseigner le skate pour expliquer aux autres comment faire et comment apprendre à apprendre, tu vois, et Ah oui. pouvoir aller plus loin. Et puis ma méthode, c'est vraiment mon expérience liée à ma compréhension de l'enseignement du skate, tu vois, pour qu'ils puissent apprendre comme moi j'ai appris, aller plus loin, aborder les figures différemment, etc. Ah oui. Alors, il y a moniteur et il y a coach. Alors, il y a Ouais. une différence entre être un moniteur et un coach. C'est quoi la différence? On peut être un excellent moniteur et pas forcément un bon coach. C'est possible ou pas? Ouais, après, bon, la différence, je sais pas trop. Moniteur, on va dire. Bah, après, si c'est des groupes, si c'est des cours de groupe avec les gamins, ou alors pouvoir vraiment s'adapter à la personne en face, tu vois. Je pense que c'est peut-être ce qu'on pourrait faire comme définition, mais c'est l'accompagnement, s'adapter et pouvoir vraiment trouver une solution, quoi, aussi bien physiquement, physiologiquement sur le skate que psychologiquement, parce que le skate, c'est tellement mental qu'il faut aussi pouvoir passer outre ses peurs. Et puis, il y a des techniques pour ça, ouais, des Ouais, ouais. techniques pour justement aller plus loin. Alors, juste pour la fin, parce qu'on est un petit peu dépassé, mais c'est bien parce que c'est super intéressant. Donc, la fédération. Donc, le skate, ça fait 50, 60 ans que ça existe. Donc, au début, les skateurs, c'était vraiment des rebelles et on voulait pas de fédération du tout. Mais bon, la fédération nous est tombée dessus. On a, surtout en France, on a eu la fédération française de surf et de skate. Ensuite, on a eu le comité national où il y avait que les skateurs. Maintenant, on est revenu avec les rollers. Alors, est-ce qu'il faut une fédération? Et s'il faut une fédération, est-ce qu'il faut que ce soit uniquement les skateurs ou est-ce que c'est bien qu'on soit avec les rollers? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Ou est-ce que le skate n'a pas besoin de fédération euh, parce qu'on n'en a pas besoin, quoi? Bah, de toute façon, pour être au JO, après, enfin, bon, c'est très, il y a des polémiques là-dessus. En fait, les avis sont vraiment très divers et variés, quoi. Mais si on veut être au JO, de toute façon, il faut une fédération parce qu'ils acceptent que les sports qui sont organisés avec des fédés et puis une organisation avec des licences et puis vraiment quelque chose de très ministériel avec comme voilà. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Après, c'est vrai que maintenant, ce qui fait tourner la Fédé, enfin, moi, je n'ai pas les chiffres, hein, mais de ce que je me doute, c'est que c'est le skate parce que c'est au JO. Et puis quand c'est au JO, il y a des subventions de dingue. Et puis voilà. Avant, le roller était plus porteur que le skate parce que c'était plus à la mode. Mais maintenant, c'est l'inverse. Et le roller, plus personne. Il y a toujours des passionnés, hein. Moi, j'ai des Mhm. copains rollers qui skataient en pro, enfin qui roulaient en pro quand moi je skatais et puis on était sur les mêmes rampes. Ils continuent parce que c'est leur passion et c'est cool, c'est chouette. Mais maintenant, c'est vraiment le skate qui porte le flambeau. C'est au JO, il y a plus de skateurs, c'est plus à la mode. Mais après, moi, j'ai jamais vraiment été dans la fédé. J'ai entendu plein d'histoires de trucs autour de la fédé.
Mais franchement, je ne pourrais pas vraiment dire qui a raison, qui a tort. C'est compliqué parce que c'est que des avis différents qui donnent leur avis, quoi. Enfin, c'est que des gens qui donnent leur avis et qui a raison, qui a tort, je sais pas. Oui, oui. Alors toi, avec ton expérience de pro et puis surtout avec ton expérience de l'école de skate à Genève, tu devrais être un des éléments les plus importants pour la fédération en France. Il y a personne qui t'a contacté en te disant tu veux pas faire un petit truc avec nous? Non, alors là, moi, je suis loin d'être un des plus importants pour eux. Enfin, quand je suis arrivé des États-Unis, enfin, j'étais sportif de haut niveau aux États-Unis avec mes Ouais, visas. J'étais représenté comme sportif de haut niveau. Je suis arrivé en France et puis je leur ai demandé, enfin, est-ce que je peux avoir le statut et puis, enfin, moi, ça me paraissait complètement normal, tu vois, comme plein ouais, d'autres parlé et ils m'ont dit non, 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 t'es pas du tout, t'es rien du tout, t'es pas sur les compètes de ball, voilà, qui sont qualificatifs pour les JO. Donc, soit tu fais ça, ou sinon, tu vas voir ailleurs. Et enfin, les gens qui s'occupent de incroyable. la formation et tout, c'était un truc de dingue, quoi. Enfin, ils voulaient que je passe par le système et puis que je fasse toutes mes formations pour avoir mes diplômes, etc. Ce qui, au final, ce que j'ai fait. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient parce que j'étais obligé de passer par le système. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça dingue qu'aux États-Unis, je sois athlète de haut niveau et qu'en France, on me dise non, tu n'as rien du tout, toi. Oui, mais ça, c'est la différence. Alors, ce que tu disais, c'est vrai, quoi. Pour que le skate soit au JO, il faut que ce soit bien organisé. Et le problème de l'Europe et surtout de la France, c'est que c'est organisé par le gouvernement, quoi. Il y a des statuts du gouvernement et tout. Et la différence aux États-Unis, c'est que tout est privé, quoi. Je crois qu'il y a le gouvernement, il y a rien à voir avec le skate et l'organisation des compétitions et l'organisation. Donc, quand tu es une personne privée et que tu organises ça avec des sponsors où tu trouves l'argent, c'est pas le gouvernement qui donne de l'argent, c'est toi en tant que personne privée ou organisation privée qui doit trouver tes sponsors. Donc il y a une différence énorme entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Ou ce qui se passe en France, on est un peu assisté, quoi, tu vois. Alors je comprends, c'est vrai, c'est important d'avoir une reconnaissance au niveau ministériel et tout, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une autre voie, quoi. Et l'autre voie, c'est de faire ce que font les Américains et de dire, ben, on va le faire nous-mêmes. Alors, je comprends également qu'en France, c'est difficile de trouver de l'argent pour monter une fédération privée, quoi. C'est même pratiquement impossible. Mais ce que font les Américains, c'est une autre option, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui marche pour eux. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, je cautionne pas vraiment le système français. En ayant vécu autant aux États-Unis, je trouve le système. Après, le système social et tout, il n'est pas parfait là-bas. Mais le système business, il est bien plus développé là-bas. Après, en France, ça reste ça reste des skateurs qui sont quand même au sein de la Fédé, qui gèrent le côté skate, Fédé, tout ça, et surtout ceux à qui j'ai parlé quand je suis rentré, tu vois, et qui, tu sais, en fait, c'est quand tu vois quand c'est les copains des uns et les copains des autres, il y a toujours une solution. Mais après, si tu fais pas partie de la bande, bah, t'as pas de solution, tu vois. Tu vas voir ailleurs. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est tout le monde de, enfin, voilà, enfin, moi j'aurais bien aimé. Hein. Après, on m'a jamais dit, ah tiens, est-ce que ça te dirait de faire ça avec la Fédé ou de faire, enfin, enfin, je sais pas, bref. c'est un- c'est, Et c'est pour ça que tu as été à Genève et pas en France, c'est ça? ouais, 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 ouais. Alors, le système à Genève et en Suisse, il est complètement différent qu'en France. Hein. La France est très, très socialiste et très gouvernementale, Ouais, c'est le ministérielle. gouvernement, ouais. Puis même toutes les associations en France, si tu as une école de skate en France, il faut être en association parce que tu vas avoir des subventions et tu vas pouvoir te payer ton salaire en partie avec tes subventions. C'est pas par rapport à un business plan que tu as mis en place avec ton école qui va tourner, qui va faire que tu vas gagner. Il y a beaucoup d'écoles de skate qui tournent grâce aux subventions. Si elles n'avaient plus de Ouais, ouais. subventions, elles fermeraient les portes. Je pense facile, la moitié des écoles de skate en France fermeraient les portes. Et c'est triste parce que du coup, ils sont complètement à la merci d'une poignée de politiciens, quoi, comme d'hab. Enfin,
c'est un système très socialiste que moi, je cautionne pas vraiment. Mais après, c'est juste sur ce point-là, quoi. Mais Mais bah, effectivement, tu sais, quand on est ici en France, on se rend pas forcément compte et on se dit, ouais, les Américains, et c'est tout le pognon. Et c'est vrai que c'est la grande partie, c'est le pognon, quoi, tu vois. Mais le fait que tu dois te démerder tout seul pour faire ce que tu as envie de faire, tu vois, des rampes, même en France, je veux dire, chacun a payé pour faire sa rampe, quoi, tu vois. Chacun ouais, aidait dans les années 80-90. Bon, alors effectivement, maintenant, c'est les municipalités qui payent pour les skateparks et les rampes et les trucs comme ça. Mais pendant 20 ou 30 ans, si tu mettais pas de ta poche, tu n'avais pas de rampe et tu n'avais rien du tout, quoi. Et ouais. ça, c'est le système américain qui fait que bah, tu te démerdes, quoi. Et tu arrives toujours à te démerder. Et le plus important, c'est que non seulement ils se sont démerdés, mais ça fait 50 ans que ce sont les meilleurs au monde parce qu'ils ont la meilleure organisation, on va dire, parce ils savent se démerder pour faire marcher les choses, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être assistés, ils se débrouillent pour que ça marche, tu vois. Ouais, et puis ils ont les meilleurs skateparks et les meilleures structures et tout. Enfin, c'est en fait, on va dire, au niveau business et au niveau développement de soi et de sport, etc., c'est un système vertueux aux États-Unis. Parce que il y a l'argent qui tourne et qui finance des choses, et puis c'est vertueux, et puis ça va toujours. En France, c'est un peu pertueux, on va dire. Ça va plutôt vers le bas. Il n'y a pas vraiment d'argent qui tourne. Les gens, enfin, voilà, sont tellement, enfin, il y a tellement c'est tellement compliqué de faire tourner l'argent en France que, enfin, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours pas de skatepark olympique. Bon, apparemment, ils vont garder le parc olympique de 2024 en France. C'est ce qu'ils ont dit, mais je ne sais pas si c'est encore fait. Voilà. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est politique? Est-ce que ça a été dit pour faire plaisir aux gens et que ça va vraiment se faire? Ou enfin, je ne sais pas, on verra bien. J'espère. Mais Mais a tu vois, priori, ils devraient le garder, mais bon, c'est a priori. ouais, mais tu vois, les pays comme le Brésil, qui à la base, quand il y avait des skateparks en France et qu'il y avait quand même une. Mais maintenant, le Brésil, ils ont dépassé la France depuis. Mais Ah ouais, ouais, ah ouais, ouais. ces pays-là qui ont dû se démerder, comme tu dis, comme aux Ah ouais, États-Unis, ah ouais, ah ouais. financer des choses, c'est triste. C'est triste, un pays comme la France, où c'est tellement riche, mais tout est. C'est toujours la même chose, c'est que quelques personnes qui peuvent diriger et dire ce qui va se faire au ministère, et puis après, il n'y a pas grand-chose qui se fait parce qu'au final, il y a plus de gens qui sont, on va dire, carriéristes et qui pensent vraiment à leur gueule. Et puis, voilà, enfin, on est supposé être socialiste, aider les autres, mais c'est le contraire qui se passe, tu vois. Oui, oui, oui. Ah, mais le Brésil, c'est un très bon exemple, quoi. Je crois qu'il y a très très peu de gens qui savent que ben, les Brésiliens, pareil que les Français et les Américains, ça fait 50 ans qu'ils font du skate, quoi. Ils ont des Ouais, pointures énormes, ils ont même des pointures énormes qui sont décédés parce ils étaient plus grands, quoi. Enfin, tu vois. Et donc ils ont leur économie de skate non, ça a produit des champions ouais. internationaux. Et tout le monde, il y a beaucoup de skateurs au Brésil, quoi. Et Ah ouais, je crois qu'au Brésil, c'est pas aidé par le gouvernement, ils doivent se ouais, démerder eux-mêmes, tu vois. Et ouais. donc, c'est un bon exemple pour la France en disant, ben, bon, les États-Unis, c'est différent, d'accord. Mais si le Brésil peut le faire, peut-être qu'en France, on pourrait penser à faire quelque chose de privé, tu vois. Comme toi, tu es en train de faire avec ton école à Genève, quoi. Tu n'as pas besoin de subventions du gouvernement français pour que Alors, ça moi, marche. je fais fonctionner tout sans subvention, même quand avant j'avais commencé, j'avais fait une asso en France, et en fait j'aimais pas le système de demander de l'argent à je sais pas qui donne des subventions. J'aimais pas ce truc. Moi, en ayant grandi de l'âge de 17 ans jusqu'à plus 30 ans aux États-Unis, tu vois, je peux pas concevoir en fait demander des subventions et puis avoir un truc qui va fonctionner que parce que quelqu'un va me dire ah tiens je te file 100 balles, tu vois. Et puis enfin, sauf si c'est un privé qui investit et puis qu'on peut construire un truc et puis faire quelque chose et plus gros, tu vois. Mais voilà, le gouvernement n'investit pas. Il va te Mhm. dire bon bah je te file 2000 balles et puis bah tu te démerdes, tu payes un petit truc, et tu vois, ça crée un truc un peu d'assistanat, et qui est dommage. Et
Voilà, mais tu vois, on parle du Brésil, mais il y a même 15 ans en arrière, le Brésil, ils étaient encore loin derrière la Mhm. France. Et en 15 ans, 10 ans, ils se sont propulsés maintenant. Il y a des camps énormes, il y a des écoles de skate, il y a des skateparks de partout, il y a des skateurs trop forts. Et voilà, c'est vraiment dommage. Mais Ok, ben, très très bien. Ben, je te remercie beaucoup. Un petit mot pour la fin. Comment tu vois le skate évoluer dans les 5 ou 10 prochaines années? Ça va continuer parce que tu sais, il y a des gens qui sont un petit peu pas négatifs, mais le skate, ça a toujours été en dents de scie. Ça marche super bien, ça marche plus. Ça marche super bien, ça marche plus. Ça marche. Et là, ce que j'ai entendu dire, c'est que ouais, en France, ça va mal. Il y a les magasins qui ferment et tout. C'est la catastrophe. Donc, le skate, c'est à moitié fini. Comment on va faire? Donc, ça fait partie du cycle normal ou ah, donc ça va continuer ou même si ça se casse un petit peu en ce moment, c'est pas très grave. non, je pense que c'est juste souvent il y a des changements et les gens ils ont peu du mal à vivre le changement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on a vu déjà passer avant. Il y avait beaucoup d'événements, de sponsoring et tout ça qui se faisait. Après, ça a changé parce que Google et puis les pubs sur Internet ont changé vachement le business. Et puis, il y a le marketing des boîtes s'est transféré. Il y a des transferts de budget qui se font d'un truc à un autre. Après, c'était les réseaux sociaux. Maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs. Le marketing passe encore sur des réseaux différents. Et il y a des gens qui continuent d'essayer de fonctionner toujours à l'ancienne manière. Et ça, faut changer avec son temps, c'est comme ça, même si ça ne nous plaît pas forcément. Et puis, les skate shops, il y en a beaucoup qui ferment, c'est vrai, parce que le skate attire des marques plus grosses, comme Decathlon ou des gros mastodons comme ça. C'est pas forcément bien ou mal, c'est juste un changement et il faut changer avec son temps. Mais le skate, il va nulle part. C'est une passion chez plein de gens et ça sera une passion chez plein de skateurs qui sont même pas encore nés, hein. C'est sûr. Ça ne mourra jamais. Enfin, sauf si un jour, enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans le monde qui fait que, tu vois, Bon, ce jour-là, on va tous être morts. on verra bien. Ouais, je sais pas, non, mais faut pas s'en faire. C'est juste la vie qui bat son cours, hein. C'est- Eh ben, écoute, je te remercie. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ton parcours pour l'école de skate, j'ai mis le site web dans les commentaires. Et puis, on peut également te retrouver sur Facebook. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, merci beaucoup pour cette heure, presque 7 heures et demie passée avec nous pour nous raconter un petit peu le skate et la passion. Et puis, à tout le monde, ben, on se donne rendez-vous samedi prochain à 18 heures pour une nouvelle émission avec quelqu'un d'autre qui va peut-être avoir d'autres idées sur le skate. Merci beaucoup, Jean D'accord. Postec. À très bientôt. Au Salut tout le monde revoir. qui